Pas de gouvernement sans une armée bien vêtue, bien payée et qui fait l'exercice consciencieusement. Le président de la République d'Haïti, son Excellence le Dr François Duvalier, qui arriva au pouvoir en 1957 après une crise politique qui suivit la déposition de l'ex-président Magloire, a bien voulu nous accorder une entrevue en son palais. Monsieur le Président, Haïti, par son histoire et par sa géographie, est une nation originale. Comment pouvez-vous définir cette originalité? Je définis cette originalité de la manière suivante. En consultant l'histoire nationale et l'histoire de la colonie, Haïti a été constitué de par l'apport africain. Ce sont les peuples africains qui ont constitué la meilleure portion au point de vue démographique de la population haïtienne. C'est ce qui rend ce pays original. C'est la première fois qu'une population a été transplantée en Amérique et a pu arriver à obtenir son indépendance, les armes à la main. Haïti a la plus émouvante histoire du monde. Haïti tire encore son originalité parce que, par des formations professionnelles en tant qu'ethnologue et sociologue, je dois toujours mettre en relief le métissage culturel qui a toujours caractérisé ce pays. Il y a un véritable métissage culturel de par l'apport des peuples de race blanche qui ont vécu côte à côte avec les communautés négro-africaines qui ont constitué la démographie en Haïti. Et c'est ce qui a expliqué, c'est ce qui explique l'existence de notre créole, ce beau parler que si vous l'apprenez, vous l'aimerez comme moi. Nous l'aimons d'ailleurs, puisque nous avons l'occasion de l'entendre ici à Port-au-Prince. Et dans différents messages que vous avez adressés au peuple haïtien, Monsieur le Président, vous parlez de révolution sociale. Quel est le sens de cette révolution? Quels sont les principes qui la caractérisent? Ce n'est pas seulement dans mes différents discours et messages. C'est depuis plus de 25 ans que, en tant que sociologue, ethnologue et écrivain, que je parle de révolution sociale. Ce pays, si vous lisez très bien le livre de James LeBurn, The Haitian People, vous verrez le background du peuple haïtien. Révolution sociale signifie pour nous que les 4/5 de la population ont été littéralement abandonnés et dominés par une petite élite, une minorité. C'est ce qui explique plusieurs de nos révolutions avant l'arrivée des troupes américaines dans le pays. Et c'est ce qui a expliqué la révolution de 1946, à laquelle j'ai pris part, et celle de 1956, qui m'a amené à la première magistrature de l'État. Révolution sociale signifie pour nous la promotion totale, intégrale des masses de l'arrière-pays
qui ont été abandonnés et qui n'ont jamais été appelés à participer à la direction effective des affaires de l'État. Donc actuellement, c'est cette promotion des masses qui caractériserait le mieux cette révolution sociale. Cette promotion sociale des masses, encadrée des éléments des classes moyennes. Est-ce qu'il y a des obstacles qui s'opposent à cette révolution sociale? Et toute révolution rencontre des obstacles. Si vous avez bien compris la réponse que j'ai faite en essayant de définir le sens de la révolution sociale, vous verrez que après 150 ans, ce n'est pas facile de réaliser une révolution sociale intégrale, mais nous voulons la réaliser étape par étape, parce qu'il est temps que le pays qui connaît l'ignorance, la misère, les taudis, évolue dans la voie de la civilisation. Et quel est le problème central de votre gouvernement? Le problème central de mon gouvernement, c'est justement en fonction de cette révolution sociale. Le problème central de mon gouvernement est lié à cette révolution sociale. Nous avions rêvé d'une révolution sociale parce que nous n'étions pas satisfaits de ce qui se faisait dans le pays depuis nombre de décades, depuis nombre d'années. Le problème central de ce gouvernement consiste à reviser tout ce qui a été fait de mauvais pour contrarier cette promotion des masses de l'arrière-pays dont je viens de faire mention. C'est pourquoi le gouvernement actuel, en prenant le pouvoir le 22 octobre 1957, a instauré une politique de sévère austérité. Austérité économique? L'austérité dans l'ordre moral aussi, parce que, en tant que sociologue depuis 25 ans, j'avais toujours dit qu'il fallait changer la mentalité haïtienne, qu'il fallait améliorer cette mentalité. Vous aurez beau mettre des milliards entre les mains de quelqu'un, si sa mentalité ne répond pas, s'il n'a pas une mentalité, il ne pourra pas se servir de ces milliards seront dépensés en pure perte. Il faut cette réforme dans l'ordre moral. C'est ce que j'appelle réforme de la mentalité haïtienne. Mais est-ce que dans les réformes que vous envisagez, il y en a qui touchent plus directement la vie économique de Haïti? Naturellement, nous avons, en prenant le pouvoir, trouvé une situation des plus déplorables. Pendant des années, le trésor de l'État constituait la propriété privée de certains dirigeants. Nous sommes venus ici, à la direction des affaires de l'État, pour que le trésor de l'État puisse servir à élever le peuple en dignité. Est-ce qu'il y a des plans d'ensemble sur le plan économique? Est-ce que vous avez des plans de travaux publics, par exemple? Nous avons nombre de plans. Il y a un programme de gouvernement. C'est pourquoi dans la Constitution haïtienne, la nouvelle, celle de 1957, il est prévu un grand conseil technique chargé d'élaborer un programme à longue échéance
du gouvernement. Et il a même été rédigé un grand rapport, un programme de 2 ans par le Grand Conseil technique. Et ce conseil sera renforcé bientôt de par l'apport des techniciens étrangers auxquels j'ai fait appel. Donc il y en a de nombreux actuellement en Haïti, les techniciens du point 4 et la CLA-ENSAC, etc. Donc on peut compter sur des réalisations prochaines. On doit compter sur des réalisations prochaines. Un gouvernement doit pouvoir réaliser, parce que, comme je l'ai répété, le chômage signifie le communisme. L'analphabétisme signifie le communisme. C'est pourquoi le gouvernement, seul, d'abord, et ensuite, avec l'aide des techniciens étrangers nord-américains, a élaboré un programme à long terme en vue de répondre aux promesses faites au peuple. Vous venez de parler de l'aide des techniciens étrangers. Est-ce que pour réaliser un programme comme celui-là, l'aide étrangère sur le plan financier est également nécessaire? L'aide étrangère est d'une extrême nécessité, parce que, comme vous le savez, tous les pays du bassin des Caraïbes et de l'hémisphère occidental sont des pays à économie ou semi-coloniale ou boiteuse. Il faut l'aide économique étrangère pour permettre à ces pays d'abord de réorganiser les finances publiques comme nous le faisons à l'heure actuelle, ensuite d'injecter, de faire une sorte d'injection de dollars afin qu'il n'y ait plus de circulation de numéraire, afin de résoudre le problème du chômage et d'apporter un peu de soulagement aux masses appauvries, aux masses qui ont toujours été abandonnées depuis 150 ans. Est-ce qu'actuellement les capitaux étrangers entrent en Haïti aussi librement ou facilement que vous le désireriez? Les capitaux étrangers rentrent en Haïti parce que j'ai instauré une politique de sévère austérité. Parce que dans le passé, nombre d'investisseurs, de capitalistes, avaient peur de venir ici, en Haïti, investir leurs capitaux. On leur réclamait un pot de vin. Mon gouvernement signifie la fin des pots de vin, la fin des commissions. C'est pourquoi, prenons une compagnie comme la West India Food, par exemple, dirigée par Don Taylor, qui depuis 10 ans désirait venir s'établir en Haïti. Cette compagnie n'a pu s'établir en Haïti qu'avec l'instauration du gouvernement du 22 octobre que j'ai l'honneur de présider. Et d'autres compagnies encore viendront parce que le but premier de ma politique, c'est de raffermir la confiance, établir la confiance pour que les investisseurs puissent venir ici aider le peuple haïtien. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir expliqué le sens de votre politique. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin,
habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote. Le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende, mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. On vient à voir ces grandes réalisations. Oui, c'est ce beau building blanc Oui. avec une enseigne rouge. Oui, d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été Oui, fait? oui, tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir-là qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race, pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme? Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. On a fait l'érigé par la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, Ah oui. le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici? Il a sur été Terre. assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est le Pont Rouge. Pont Rouge. Le Pont Rouge. Pont Rouge. Et par qui a-t-il été Il a assassiné? été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui, Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire feu sur le président de la République. Effectivement. Oui. C'est pourquoi le colonel du monde, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. 22 juin, Rogelin. Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire,
chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, C'est exact. révolutionnaire. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions, Hein? Excellence? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. Toujours un 22. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous Parce faites. qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, ça Ouais, figure. c'est- Oui. Et puis, à l'université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé C'est chez ça vous. parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle l'Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans ce J'ai pays? baissé, c'est à 85%. C'est, je pense, la première fois que l'on peut voir un président armé. Duvalier a vie parce que tout le monde que nous connaissons, tout leader qui vient après 7 février 86, majorité là-dedans, qui était Aristide, Matéli, Laurent Lamotte, tout à l'école, ils ont pris éducation sous Duvalier dans l'école en Haïti. Et tout le monde est bien formé, ils ont toute éducation. Puis là-dedans, on est au Côte Duvalier. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas tout Duvalier, mais ils sont à l'école. Et ils ont pour éducation, ils ont pour montrer une éducation